La conférence va débuter. Bonjour, mesdames et messieurs les journalistes, et je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse qui fait partie de nos procédures actuelles lorsque nous visitons un pays. Et d'abord, je tiens à me présenter. Je suis Clément Boulay-Nyalechossi, rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté d'association et de réunion pacifique. Et comme vous le savez, cette conférence de presse se situe dans le cadre d'une visite que je viens d'accomplir, donc c'est mon dernier jour, à l'invitation du gouvernement algérien, au fin de pouvoir évaluer la mise en œuvre des droits à la liberté d'association et de réunion pacifique conformément à l'obligation du pays. Cette visite aussi s'inscrit aussi dans le cadre d'une collaboration qui est souhaitée au niveau international au fin de permettre aux experts comme moi de pouvoir aussi apporter leur contribution et leurs expertises pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans tous les pays et en l'occurrence sur la liberté d'association et de réunion pacifique. Permettez-moi d'abord, messieurs les journalistes, de remercier le gouvernement algérien pour cette invitation qui dénote, d'après moi, de la volonté du gouvernement progressivement de pouvoir solliciter l'expertise internationale pour améliorer la situation des droits de l'homme dans le pays. Je souhaite également réitérer qu'au cours de cette visite, j'ai pu bénéficier de toute la coopération, je dis bien toute coopération du gouvernement, des autorités que j'ai rencontrées pour pouvoir obtenir les informations, mais échanger surtout avec les différentes autorités sur les préoccupations que j'ai pu avoir, que j'ai encore, sur la question de la promotion et la protection de la liberté d'association et de réunion pacifique. Vous le savez certainement aussi que ce type de visites font suite souvent à des préoccupations que nous envoyons au gouvernement et que nous recevons des réponses. Mais être sur place permet également de clarifier la situation et de pouvoir aussi obtenir, de pouvoir obtenir sur place les informations nécessaires. Je voudrais aussi dire aussi que, comme vous le savez, ma visite se situe aussi dans le cadre, ou durant dans un contexte où en 2019, on a eu un mouvement, une aspiration du peuple à travers le mouvement Hirak, où les Algériens se sont manifestés dans la rue, massivement d'ailleurs, pour demander un état de droit, plus de liberté, plus d'opportunités économiques, plus d'espace de la société civile pour s'exprimer. Et ces aspirations, elles sont légitimes. Elles font partie de l'obligation de tout État d'offrir à sa population, à sa société civile, l'espace nécessaire pour participer à la construction du pays, à la fois sur le plan démocratique, développement. Et ce pays, d'ailleurs, comme vous le savez, a un passé de lutte pour sa liberté, pour la décolonisation. Les Algériens se sont sacrifiés pour obtenir leur indépendance. Et à travers l'histoire, l'Algérie aussi a connu des périodes noires.
où le peuple s'est mobilisé, tout le monde s'est mobilisé pour défendre cette liberté. Et aujourd'hui, j'estime que le tournant que constitue le mouvement HIRA doit constituer une opportunité aux autorités pour créer l'espace aux Algériens de jouir enfin de cette liberté pour laquelle leurs ancêtres se sont battus. Parce que pour moi, la décolonisation, la bataille pour la décolonisation, c'est une bataille pour la liberté. Et le tournant HIRA, pour moi, est l'expression que l'Algérie doit aller vers un état de droit, un état qui respecte ses engagements au niveau international en matière de promotion des droits de l'homme et un état qui reconnaît la valeur de tous ses fils pour pouvoir construire ce pays. Et d'ailleurs, ce mouvement Irak, j'ai été enchanté de savoir qu'il a été élevé au niveau de la Constitution pour dire que les aspirations du peuple ont été entendues. Et maintenant, la Constitution a essayé de capter ces aspirations. Aujourd'hui, la vraie question, c'est comment la traduire dans la vie quotidienne. Comment faire en sorte que ces aspirations-là, qu'à travers les lois, à travers les décrets, les dispositions, que ces aspirations qui sont traduites dans cette Constitution ne se voient pas annihilées. Et mon observation d'ailleurs, que vous verrez dans le communiqué de presse, c'est que pour moi la Constitution protège les droits fondamentaux, la Constitution protège les libertés. La Constitution protège le droit à la liberté d'association et de réunion pacifique. Je dirais qu'elle est progressiste sur cette question-là. Mais le plus grand problème, c'est que depuis son adoption jusqu'à maintenant, le pays vit encore sous le régime des lois que j'estime encore restrictives, parce que, et d'ailleurs je l'ai soulevé avec les autorités, il est de mon point de vue que la Constitution à l'article 22 dit clairement qu'il faut que les textes soient harmonisés avec la Constitution dans un délai raisonnable. Et pour moi, 3 ans après, il y a un problème de délai raisonnable. Et j'ai invité dans ce communiqué les autorités à aller de l'avant, à prioriser la conformité de ces textes avec l'esprit de la Constitution et le droit international. Donc il faut amender les textes, il faut adopter de nouveaux textes qui répondent aux exigences du moment et qui répondent à l'aspiration de ce mouvement Irak qui est élevé au plan constitutionnel. Voilà un peu un premier point que je voulais souligner et qui est important. Donc aujourd'hui, il y a lieu de conformer la pratique, il y a lieu d'adopter des lois, il y a lieu d'amender ces lois pour que nous ne soyons pas dans une situation où la population a exprimé ses aspirations qui ont été traduites dans une constitution, alors que les lois qui sont appliquées restent encore des lois qui sont restrictives et qui ne répondent plus au temps. Donc c'est une invitation, et je l'ai d'ailleurs martelé auprès de mes interlocuteurs, que le temps presse. Je comprends parfaitement la nécessité d'une certaine rigueur, que le changement des textes peut prendre du temps, des consultations que je souhaite d'ailleurs énormément, mais il est important quand même qu'on aille un peu plus pour ne pas dépasser ou pour ne pas être dans une situation que j'appellerais un dépassement du délai raisonnable, parce que nous sommes maintenant 3 ans après ce mouvement, 3 ans après l'adoption de la Constitution. Donc, une priorité devait être mise là-dessus. Également, comme vous le verrez dans ce communiqué de presse, j'ai également insisté sur un aspect important. La confiance entre le gouvernement et la société civile. J'ai eu l'occasion de visiter Lora, Béjaïa, où j'ai eu aussi l'occasion de discuter avec les différents walids, également la société civile dans son ensemble. Mais il est de mon avis que beaucoup d'efforts ont été faits par le gouvernement sur l'aspect économique, sur la prise en compte des besoins économiques
à travers, par exemple, la construction des logements sociaux, à travers des efforts. Mais le problème reste, c'est l'espace de la société civile. Et quand je parle de la société civile, je parle aussi de la société civile dans toute sa diversité. Celle qui a aussi le droit de pouvoir critiquer les politiques publiques. Et ces critiques doivent être acceptées. Parce que la critique, elle fait partie aussi de la construction d'un État. Elle rend les décisions politiques plus adaptées aux besoins de la population. J'ai pu, et je l'ai dit d'ailleurs, constater une certaine acceptance pour une société civile qui n'est pas trop critique, et celle qui est trop critique, il y a une méfiance. Et j'ai rappelé au gouvernement d'ailleurs qu'il faut nécessairement construire cette confiance. Et j'ai dû lire à travers un certain nombre d'échanges que j'ai eus, même à travers un certain nombre de textes, que la préoccupation, une des préoccupations du gouvernement parfois, c'est la sécurité, qui est tout à fait normale. La sécurité des biens et des personnes. Mais il faut arriver à trouver l'équilibre entre l'impératif de protéger la sécurité publique et également de protéger l'espace d'expression des droits de l'homme. Et cet équilibre, pour moi, aujourd'hui, il faut qu'on le retrouve dans les textes et dans la pratique. Et j'estime qu'aujourd'hui, avec les textes qui régissent encore la liberté d'association de réunion pacifique, en l'occurrence l'article 87 bis, que j'estime être un article du Code pénal, est un article qui n'est pas très favorable, ou qui n'est pas, qui est un article dans lequel on peut tout mettre. Et dans mes échanges avec les différentes parties, beaucoup m'ont dit d'ailleurs, je ne veux pas critiquer parce que je pourrais tomber sous le coup de l'article 87. Mais pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, apporter atteinte contre les institutions ou critiquer les institutions. Donc tout peut être dit dans cet article et je l'ai réitéré au gouvernement, c'est important. Dans cet esprit de construire une nouvelle Algérie, d'enlever ce type de dispositions qui, d'après moi, encourage l'autocensure. Parce que vous ne pouvez pas parler tout simplement, vous ne voulez pas parce que vous ne savez pas exactement. Et je leur ai dit, le Comité des droits de l'homme et les textes internationaux prévoient clairement qu'il est important que lorsque les lois sont élaborées, que ces lois soient claires, à telle enseigne que l'individu puisse savoir clairement quel est le comportement qui pourrait constituer un délit. Alors que l'article 87 bis, j'ai essayé moi-même de voir qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre dans cet article et je n'en ai pas trouvé. Et je l'ai réitéré. Pour moi, il y a question d'amender cet article et de l'enlever et de pouvoir réfléchir. Je comprends très bien toute la question du terrorisme, le contexte dans lequel vit le pays et tout ça, mais je l'ai également réitéré. Je l'ai réitéré plusieurs fois. Ce pays, certainement, vient de très loin, du combat pour l'indépendance, de l'époque noire du terrorisme. Mais pour aller de l'avant, il ne faut pas se laisser emprisonner dans un passé. Il faut apprendre du passé pour se projeter dans l'avenir, mais ne pas laisser toutes les horreurs du passé emprisonner l'évolution du pays. J'ai rencontré la société civile, j'ai rencontré toutes les couches. Et beaucoup m'ont dit ceci, et je l'ai d'ailleurs reflété. Nous aimons notre pays. Nous voulons être des partenaires du gouvernement. Nous voulons construire notre pays. Nous sommes conscients de la sécurité. Nous sommes d'ailleurs les premiers à être victimes. Si les groupes terroristes ou des groupes mal intentionnés venaient apporter atteinte à la sécurité de l'État. Mais nous disons tout simplement qu'il faut nous séparer. Il faut séparer de ce travail légitime de tout ce qui pourrait être considéré comme groupe terroriste. Et lorsque les lois sont faites de telle façon que finalement, quelqu'un ne peut pas savoir si mon comportement, en critiquant les institutions ou en appelant les gens à manifester contre les institutions, pourrait être
une atteinte susceptible d'être qualifiée comme un acte terroriste, alors le problème se pose. Donc il y a lieu d'amener cette clarité aussi dans les textes. J'ai aussi, dans ma déclaration d'ailleurs, ce qui vous sera donné lorsque vous aurez ce communiqué de presse, vous verrez un lien qui vous permettra de pouvoir accéder d'ailleurs à des analyses. Je précise d'ailleurs que c'est une observation préliminaire. Elle fera l'objet également des commentaires du pays. Elle fera l'objet de plus de documentation pour sortir avec un rapport assez fourni. Mais vous aurez quand même mes observations préliminaires. Donc, c'est important. J'ai également précisé aussi qu'il est important pour moi, pour traduire cette aspiration du mouvement Hira, pour construire cette nouvelle Algérie, dont son Excellence, Monsieur le Président, a beaucoup affirmé dans plusieurs instances, pour également aller vers un pays qui protège la démocratie, les droits de l'homme et qui joue un rôle important au plan régional et au plan international. Comme vous le savez, l'Algérie est membre du Conseil des droits de l'homme, l'Algérie est impliquée dans plusieurs médiations en Afrique, qui est à saluer. Il faut nécessairement qu'aujourd'hui, que des poursuites judiciaires qui sont engagées contre certains activistes et qui font en sorte qu'il y a une panique. Parce que les gens se demandent quand est-ce que je serai poursuivi pour avoir dit telle chose et telle chose. Il faut que ces poursuites judiciaires soient abandonnées et qu'il y ait un pardon. Surtout pour les personnes qui ont exercé leur droit à la liberté d'association de réunion pacifique. Pour des personnes qui sont sorties pour manifester, pour exprimer dans le contexte de l'Iran leurs aspirations et qui sont actuellement en procédure. Ou des personnes aussi qui auraient relayé ces informations d'une manière que la justice pourrait qualifier sur la base des anciennes lois comme étant une atteinte à l'ordre public. Il faut vraiment qu'on puisse rompre avec cette chaîne de condamnation, cette chaîne également je dirais cette chaîne d'une justice qui serait, d'après un certain nombre de personnes, serait devenue comme, je dirais, une institution qui fait peur, évidemment, alors que ce n'est pas son rôle. J'ai dû d'ailleurs rencontrer le ministre de la Justice qui m'a réaffirmé encore la volonté du pays de pouvoir aller vers une justice qui est au service des citoyens. Mais aujourd'hui, c'est qu'avec ces condamnations, il y a cette peur qui est là. Donc, il faut vraiment un pardon et il faut vraiment aller vers une Algérie nouvelle et en encadrant ce pardon dans ce contexte de reconstruire un pays en se basant sur les aspirations du mouvement Hira. Donc, j'ai également, dans mes observations, appelé la communauté internationale, toutes les institutions, à pouvoir aussi soutenir cette volonté d'aller de l'avant. Parce que pour moi, ma présence ici témoigne de la volonté d'aller de l'avant. Certainement, vous allez me demander pourquoi vous avez été invité. Pour moi, c'est une volonté du pays d'aller de l'avant. Et aujourd'hui, il est important, et je l'ai insisté d'ailleurs, vous verrez mon communiqué de presse, qu'il faut aussi laisser les voix critiques pouvoir s'exprimer. À la fois sur le plan politique, sur le plan syndical, sur le plan de la société civile, il faut que les voix critiques puissent s'exprimer pour permettre aux autorités, pour permettre aux gouvernants de mieux ajuster également leur politique publique au service du peuple. La société civile doit être considérée dans toute sa composante, qu'elle soit sur la question des droits économiques, socioculturels, qu'elle soit sur la question des droits civils et politiques ou des droits civils et politiques, qu'elle travaille sur la corruption, qu'elle travaille sur le plaidoyer. Elle est importante pour la construction d'une démocratie
durable, pour la construction aussi d'une démocratie inclusive et pour la construction aussi d'un développement harmonieux dans l'intérêt de tous les citoyens. Les journalistes doivent avoir l'espace nécessaire de pouvoir travailler, de ne pas s'auto-censurer. Et j'ai d'ailleurs précisé cela dans mes réunions avec le gouvernement. Une question, la dépénalisation. Un post sur le site web ne doit pas amener directement un journaliste en prison. Ce n'est pas, la société démocratique ne peut pas se construire comme ça. Il faut nécessairement que des efforts, il faut un courage également. La démocratie, comme on le dit, c'est un apprentissage. Tant que les gens ne l'exercent pas, tant que les gens ne le vivent pas, les gens ne pourront pas ajuster leur comportement au futur. On me dira, oui, il faut attendre qu'il y ait un développement économique et ensuite on verra la démocratie. Non, les deux doivent aller de pair. Les efforts qui sont faits actuellement sur le plan économique doivent être complétés avec des efforts courageux pour instaurer une vraie culture de respect des droits de l'homme. Que l'administration, les autorités, dans l'application des lois, sachent également qu'ils pourraient être sanctionnés lorsqu'ils ne respectent pas leurs propres lois. C'est ainsi qu'on évite l'arbitraire. C'est ainsi qu'on lutte contre toute forme d'impunité. Je voudrais terminer en disant ceci, que pour moi aujourd'hui, je pense que l'Algérie a une opportunité de couper complètement avec le passé sombre. L'Algérie a une opportunité aujourd'hui d'amener ses fils à travailler pour construire un pays solide, un pays fort, même si nous vivons encore dans un monde parfois que les gens diront incertain avec les conflits qui émergent. Nous vivons dans une région avec les conflits. Mais l'Algérie, le peuple algérien s'est exprimé à travers cette constitution. Le mouvement Irak a été, les aspirations ont été traduites dans cette constitution. Aujourd'hui, c'est l'opportunité de pouvoir reconstruire un pays qui prenne en compte ses aspirations et avec des citoyens, avec une population engagée à construire la démocratie, les droits de l'homme, le développement. On ne doit pas les séparer, comme je l'ai dit, les voies critiques, l'espace civique doit être un élément important dans la mise ou dans la construction de l'édifice démocratique en Algérie. Voilà un peu ce que je voulais vous dire à travers quelques petits mots, mais je vous avoue qu'il y a beaucoup d'éléments sur lesquels je ne suis pas revenu, et vous avez l'opportunité d'ailleurs de me poser des questions pour permettre de clarifier un certain nombre de choses que j'ai eu à dire ici. Oui. Je vais parler en arabe. شكرا على هذه الندوة الصحفية. سعيد بودو، صحفي في موقع راديو الآن. حضرت مجموعة من الأسئلة، لكن مداخلتكم دفعتني لإعادة صياغة البعض منها، وسأبدأ من موضوع دسترة الحراك. لا يخفى عليكم على أن السلطات الجزائرية ليومنا هذا تنفي، وقد نفت في كل المواعيد الدولية، بأنه لا يوجد معتقلي رأي في السجون الجزائرية، وجميع من تم سجنهم من نقابيين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين
قد سجنوا بسبب مواد تتعلق بالقانون العام. فبعد نهاية زيارتكم التي وصفتها منظمة العفو الدولية بأنه الحدث النادر والتي دامت 10 أيام، هل سجلتم فعلا عدم وجود أي معتقلي رأي في السجون الجزائرية؟ بمعنى هل القضايا التي تم طرحها على مستوى الهيئات الأممية، على مستوى مختلف المقررين الأمميين، هي ليست قضايا تتعلق بالحريات الديمقراطية في الجزائر، خاصة بعد لقائكم بعدد من المحامين الذين لهم صلة مباشرة واطلاع على الملفات وهم أعضاء في هيئة الدفاع عن معتقلي الحركة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ونحن نجلس اليوم في هذا الفضاء، هناك زملاء آخرين في السجون، أذكر على سبيل المثال القاضي إحسان ومصطفى بن جابر. فلا يخفى عليكم على أن المؤسسة التي أشتغل بها والتي أنتمي إليها هي اليوم تحت الغلق القانوني والقضائي وحتى الإداري تحت مسمى التشميع. مديرها العام اللي هو القاضي إحسان 7 سنوات سجن، 7 سنوات منها 5 نافذة و2 موقوفة النفاذ. الموقع أو المقر تحت التشميع. راديو آم بين قوسين قد فتحت مقرها لجمعيات المجتمع المدني من نقابات، لأن الموضوع يتعلق بمهمتك كمقرر أممي معني بحرية الجمعيات. فتحت مقرها لأعضاء ونشطاء في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، في منظمة راج وغيرها من الأحزاب السياسية التي للأسف تم حلها قضائيا، والبعض الآخر تم تجميدها في إشارة إلى حزب الMDS. أولا، ما هو تعليقك على هذه القضية بالذات؟ هل تعتقدون على أن غلق راديو آم وسجن القاضي إحسان كان بسبب مخالفته للقانون العام أم بسبب أداء هذه المؤسسة الإعلامية باختصار شديد؟ والسؤال الأخير، هل قدمتم طلب لزيارة هؤلاء المعتقلين للسماع آرائهم مباشرة؟ شكرا. Merci pour votre question. Et comme vous aurez pu le constater, vous avez soulevé un certain nombre de points que j'ai soulevés d'ailleurs dans ma déclaration préliminaire. Vous en aurez accès, vous verrez plus de détails. Et évidemment que j'ai eu à soulever un certain nombre de points liés aussi à la question des partis politiques qui ont été dissous, mais aussi certaines associations qui ont été également, du moins, qui ont été dissolues, et aussi mes préoccupations, ce que j'ai discuté avec les autorités. Nous avons eu des discussions autour de ces questions et également autour de la question aussi d'un ensemble de l'espace civique aussi, où certaines associations ont porté à ma connaissance les difficultés de pouvoir se réunir, y compris aussi certaines minorités religieuses également, que j'ai soulevé aussi dans mes observations préliminaires. Vous n'avez pas le document devant vous, donc je comprends parfaitement. Et sur la question aussi de la... Écoutez, la question c'est évidemment que devant la justice, le gouvernement y va avec ses charges. Et j'ai eu à émettre des réserves sur un certain nombre de charges également par rapport aux journalistes et tout cela. Je n'ai pas eu, pour vous le dire, l'opportunité d'aller dans les prisons. Je ne l'ai pas demandé pour aller dans ces prisons-là, tout simplement parce que j'avais un agenda très chargé et cela, 10 jours, ne me permettait pas vraiment de pouvoir faire tous ces tours-là. Donc je ne suis pas allé dans les prisons, mais c'est une question également que nous avons évoquée également sur la vie associative, la vie des partis politiques. J'ai eu à rencontrer également les partis politiques au sein du Parlement,
J'ai eu aussi à rencontrer aussi les partis politiques de l'opposition et j'ai fait aussi mes recommandations sur la nécessité également de pouvoir avoir la loi, par exemple, sur les partis politiques qui sera bientôt adoptée, ou qu'il y ait une consultation large avec les partis politiques et qu'il y ait aussi de l'espace qui soit donné aux partis politiques, tant de l'opposition que du pouvoir, pour une vie démocratique, pour un débat démocratique sain et un débat démocratique enrichissant. Donc, sur la question des charges et tout, et j'ai vu d'ailleurs, c'est pour cela que je l'ai dit, je l'ai répété d'ailleurs, je l'ai mentionné, j'ai appelé à un pardon. Il faut gracier, parce que, évidemment, il y a eu beaucoup de choses, ou beaucoup qui ont été mis dans ces charges-là parfois, et qui sont parfois liées aux manifestations, qui sont liées à des comportements qui sont en dehors parfois des manifestations. Tout est dedans. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que pour moi, l'article 87 bis, il faut vraiment, et je l'ai insisté auprès du gouvernement, revoir ça dans ce contexte où les lois sont révisées. Parce qu'il ne s'agit pas d'adopter une loi sur les associations qui soient parfaites et qu'on ait encore un article comme ça de côté qui pourrait être utilisé. Et c'est ce que j'appellerais donner par une main et reprendre par une autre. Donc j'ai aussi insisté sur ce caractère. Et d'ailleurs, j'ai dit aux autorités la disponibilité de mon mandat pour continuer à accompagner les autorités sur la révision de ces lois. Et comme vous le savez également, tout récemment, le juge constitutionnel a réaffirmé encore, et la Constitution l'a d'ailleurs fait, la suprématie des traités sur les lois nationales et aussi les lois organiques, ce qui voudra dire que chaque loi qui est adoptée ici en Algérie, on doit nécessairement veiller à ce que cette loi soit conforme au traité. Et le juge constitutionnel l'a réaffirmé, la Constitution également l'a réaffirmé. Bonjour, c'est Basim Matli du journal Ouattan. Donc, j'aimerais savoir quelle était la réponse des autorités par rapport à vos observations, si c'est possible. Eh bien, comme je l'ai dit, les autorités m'ont invité. Ici, je suis présent parce que les autorités m'ont invité. Ils auraient pu ne pas m'inviter. Et c'est une discussion que nous avons commencée il y a 2 ans. C'est vrai, ils ont l'obligation, une obligation au niveau international de pouvoir demander l'assistance des rapporteurs et de pouvoir coopérer avec nous. J'estime en ce moment que tout ce que je dis ici, en tant qu'expert indépendant, doit être pris en compte. Je ne dis pas que les autorités ne vont pas avoir des réserves sur un certain nombre de questions. Et évidemment, j'ai eu un briefing avec les autorités. On m'a soulevé aussi un certain nombre de réserves sur certains points et aussi des discussions que nous allons continuer pour clarifier un certain nombre de points. Donc, je vous dis tout simplement que pour moi, j'ai trouvé quand même des autorités assez à l'écoute, m'ont écouté, disponibles pour dire que nous voulons que ces observations nous aident à améliorer la situation. Nous ne sommes pas certes d'accord sur ça et sur ça, mais nous apprécions ces observations qui vont nous aider à revoir. Parce que je pense que c'est pour ça. Notre utilité, c'est de pouvoir aussi dire ce qui ne va pas, ce qui va. Et d'ailleurs, j'ai apprécié, parce qu'il y a aussi, on ne l'a pas dit, mais je l'ai mis dans mon... cette démocratie participative à la base. J'ai aussi souligné la question aussi du projet Cartel, qui est important, que je pense qu'il faut généraliser le projet Cartel, qui est un projet entre l'Union européenne, les Nations Unies, le CNUD et le gouvernement algérien, où on voit également une mobilisation de la communauté à la base pour travailler ensemble. Et c'est un projet important parce qu'elle fait partie d'une démocratie participative, mais il faut maintenant que, et comme je l'ai précisé, qu'aujourd'hui, qu'on puisse traduire tous ces exemples-là dans une perspective nouvelle, et je l'ai précisé d'ailleurs, que la critique fait partie importante de la démocratie.
accepter la critique, accepter les ONG aussi qui critiquent, accepter les ONG qui ne sont pas nécessairement sur la même ligne que le gouvernement, ne peut qu'enrichir le débat démocratique et ne peut que rendre meilleures les politiques publiques qui sont adoptées. Vous m'excuserez, j'aimerais que ce soit une femme. Et j'ai fait cette observation également dans mon communiqué, vous constaterez. Je pense que la Constitution a adopté. Aujourd'hui, ce n'est plus... il y a la parité ou l'égalité. Mais mon constat, je l'ai dit d'ailleurs, lorsque je suis allé au Parlement, lorsque j'ai rencontré le président de la haute autorité sur les élections, force est de constater plutôt que aujourd'hui nous sommes passés de 8% dans la représentation. Pourquoi les Algériens ne votent pas pour les femmes? Je sais, et il faut nécessairement qu'il y ait des mesures incitatives qui permettent aussi. Et il faut lever un certain nombre de restrictions, mais il faut aussi lever un certain nombre de conceptions ou de problèmes sociaux. Parce que les femmes aujourd'hui, j'ai pu constater avec émerveillement le taux d'éducation des femmes au niveau de la magistrature. Alors, pourquoi est-ce que ces femmes ne sont pas dans des postes de prise de décision? Et je l'ai d'ailleurs soulevé aujourd'hui. C'est la responsabilité des votants, mais c'est aussi la responsabilité de l'État de mettre en place des mesures incitatives et des mesures qui permettent de pouvoir encourager la représentativité effective des femmes. Madame, vous avez la parole. Merci monsieur. C'est Okazi, Rami Okazi du quotidien d'Oran. Je vous demandais, vous avez insisté sur le pardon, donc une amnistie générale. Pas une amnistie. Le pardon. Grâce. Voilà. Grâce. Comment vous pouvez... La grâce. Alors, est-ce que vous la limitez seulement aux détenus d'opinion, alors qu'on sait absolument que la prison est devenue une généralité, non pas une exception, comme le dit le droit international? Tout le monde est menacé de prison. Est-ce que vous avez posé cette problématique au sens large du terme, qui fait que tout le pays est devenu une prison à ciel ouvert? Merci. Bon, madame, écoutez, pour moi, et comme je vous l'ai dit, je suis ici pour pouvoir voir ce qui va et ce qui ne va pas. Évidemment, je vous laisse l'appréciation du terme de prison à ciel ouvert, mais je dis tout simplement qu'il y a un problème que j'ai soulevé avec les autorités et sur la question aussi des personnes qui sont détenues ou les personnes qui sont poursuivies. Et je pense que, et je l'ai réitéré d'ailleurs, dans cette conception d'une Algérie nouvelle, il faut nécessairement que le système judiciaire soit mis au service de ces droits-là et que le système judiciaire ne soit pas, qu'il n'y ait pas cette méfiance. Parce que c'est ce que j'ai dû comprendre. Les gens se méfient, les gens ne savent pas quand est-ce qu'ils vont finir ou parfois ils sont préoccupés par des interprétations qui les amènent. Mais je pense quand même que c'est tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui dans la révision des nouvelles lois. Et j'ai pu aussi écouter à travers mes conversations avec mes interlocuteurs cette volonté d'aller de l'avant. Et comme je vous l'ai dit, madame, le problème qui demeure aujourd'hui, c'est qu'on a une constitution qui est progressiste, mais on a encore, lorsque vous regardez tout ce qui se passe, c'est des lois qui ne sont plus conformes à la constitution, qui sont appliquées. C'est vrai, la constitution a prévu des mesures transitoires. C'est vrai que les gens peuvent relever le principe de l'inconstitutionnalité d'une provision devant une justice, mais c'est pas assez. C'est pour cela que j'ai dit, si la Constitution, à un moment donné, dit qu'il faut un pays, il faut un nouveau pays, il faut construire un pays qui respecte les principes et les valeurs de cette Constitution, alors il est tout à fait normal que toutes ces personnes qui ont été arrêtées sous l'empire d'une loi qui n'est plus adaptée à la fonction, que ces personnes soient libérées, que ces poursuites soient abandonnées. Voilà le message que je lance. Maintenant, à savoir le contenu de tout cela, et c'est ce qui est généralement discuté au niveau aussi du président généralement de la République qui prend la décision, mais aussi au niveau du ministère qui va faire en sorte que les crimes de sang ou tout autre ne soient pas, tout simplement nous ne sommes pas en train d'appeler à l'impunité. Non,
ce n'est pas une impunité dont nous appelons, mais nous appelons à un réalisme, de tenir compte de la situation actuelle et de reconstruire cette confiance entre la société civile, les partis politiques avec leur gouvernement, de ramener les Algériens à se réconcilier et à se mettre ensemble pour construire une Algérie où tout le monde est respecté. Les droits de la femme est respecté, les droits des minorités, les droits des migrants, les droits de toute personne est respecté et que tout le monde sente la nécessité de pouvoir mettre son expertise pour aller de l'avant. Et pour cela aussi, il faut clarifier, par exemple, tout ce qui a été qui reste encore des violations du passé. Il faut les clarifier, il faut que l'État, je sais qu'il y a beaucoup de dossiers sur la corruption, par exemple. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de préoccupations sur les questions des disparus. C'est des choses aujourd'hui qu'on doit avoir le courage d'en discuter pour l'émergence d'un nouveau pays. Monsieur. Merci. Karim Aoudia du journal Moudjahid. Vous avez cité la constitution algérienne progressiste, donc c'est le référent. On comprend que c'est le référent. Dans la constitution, les aspirations du RAC, effectivement, il figure au préambule. Mais aussi, en ce qui concerne la société civile, la représentation de la société civile, les institutions, elles sont constitutionnalisées. Donc, on a l'observatoire de la société civile, on a le Conseil supérieur de la jeunesse, on a un Conseil des droits de l'homme, tout ça c'est constitutionnalisé. En somme, il s'agit d'un nouveau démarrage, vous êtes bien d'accord. Donc, je ne sais pas comment vous appréciez justement ce nouveau démarrage, est-ce que vous avez pris, comment votre appréciation sur l'action qui est menée au sein de ces nouveaux organismes, donc organismes constitutionnalisés, et quelque part, c'est aussi une manière d'encadrer la société civile. Vous parlez d'un passé dont il faudrait rompre définitivement. La société civile, dans le passé, il y avait quand même une certaine anarchie dans son action. Comment vous jugez, comment vous appréciez l'encadrement qui lui est offert aujourd'hui? Ça pour la première question. La deuxième question, vous avez évoqué l'importance d'écouter les ONG. Mais il se trouve, mon cher ami, que les ONG, il y a une multitude d'ONG aujourd'hui, il se trouve que des dérives sont constatées aussi. Les ONG, ils font dans le déni de la communication, carrément. Ils s'écartent du cadre légal, de leur moralité, de leur éthique. Il y a certaines ONG qui discréditent même les rapports de l'ONU, attention, sur les droits de l'homme, sur la corruption, sur les libertés, et ils s'attaquent, c'est le cas, l'Algérie, on a subi des attaques de la part de ces ONG qui multiplient les dérives pour faire valoir des agendas, je ne sais pas, de bailleurs de leurs bailleurs de fonds, des agendas inavoués. Votre appréciation sur justement, que fait l'ONU, que fait l'ONU, tant qu'expert, pour remettre cette action des organisations non gouvernementales sur leur propre mission, ils s'écartent carrément de leur mission. Voilà. Merci beaucoup. Je peux vous rassurer, cher ami, que même l'ONU est critiquée par les ONG. On est critiqué. Je sais, je vous dis. Oui, donc c'est pour vous dire que pour moi, les ONG, elles sont diverses. Nous sommes critiqués, nous acceptons les critiques. Nous essayons de voir comment est-ce que cette critique. Je ne suis pas en train d'appeler à l'impunité. Et d'ailleurs, lorsque j'ai rencontré le président de l'Observatoire, je l'ai encouragé également à mettre en place des programmes de formation. La formation aussi qui permettra à la fois à tous les tissus sociaux, les organisations, de pouvoir aussi renforcer leurs capacités. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai soulevé mes inquiétudes par rapport au financement étranger. J'ai dit que le financement étranger doit permettre aussi aux organisations de renforcer les capacités. Il faut laisser les organisations s'exposer à l'international pour comprendre mieux quelles sont les directives, les orientations sur lesquelles on peut. Lorsque les gens se sentent
être coupé de ces communications. Je sais par exemple qu'un partenariat avec une organisation étrangère nécessite un processus d'autorisation. Pour les syndicats et tout ça, je dis il faut nécessairement commencer à lever cela pour donner libre cours aux organisations de pouvoir faire du partenariat. Je ne suis pas en train d'appeler à l'anarchie ou... Non, je ne suis pas en train d'appeler à l'impunité, mais je dis tout simplement il y a des mesures sur place qui ne permettent pas cette volonté et ce vœu de renforcement. Vous avez parlé de ces institutions. J'ai salué, je salue la création, l'initiative de mettre en place cet observatoire, l'initiative de mettre en place ce conseil de la jeunesse. C'est des mesures importantes. C'est pour cela que je dis aujourd'hui, il ne faut pas que ces mesures importantes soient assombries par l'application encore des lois qui ne répondent plus autant. Que cette volonté affichée du gouvernement se traduise aujourd'hui dans l'ouverture de cet espace-là. Et que les gens ne sentent pas qu'ils sont condamnés encore sur des lois que, de mon avis, des mettre très restrictives. Et je crois que c'est d'ailleurs pour ça que le peuple est sorti. Pour dire, non, nous voulons d'une nouvelle Algérie. C'est tout ce qui se passait dans la pratique, dans les lois. Et je crois que c'est cela que les nouvelles autorités ont essayé de traduire dans la Constitution. Maintenant, il faut aller à l'action. Il faut maintenant faire en sorte que la pratique soit conforme à l'esprit de la Constitution. C'est pour cela que j'ai invité instamment que dans l'adoption de ces lois, qu'on ne voit pas des mesures restrictives qui viennent enlever tout ce que la Constitution donne aux Algériens. Il faut rester dans un équilibre. Il faut faire en sorte que les droits, les valeurs qui sont dans la Constitution, que tout ceci se traduit dans ces lois. Et non pas que ces lois viennent reprendre complètement ce qui est dans la Constitution. Et je l'ai fait d'ailleurs. Et puis, voilà, et les ONG, comme je vous l'ai dit, c'est dans une diversité. Et également, les critiques, nous les acceptons. J'invite aussi tout le monde à accepter ces critiques. Mais je ne suis pas en train d'encourager, je ne suis pas en train d'encourager qui que ce soit d'aller porter atteinte au bien de qui que... Non, je dis tout simplement que, bon, voilà. Et, vous savez, je dis souvent que la démocratie a un prix. Si on veut vivre dans un système démocratique, on doit accepter, par exemple, deux choses. On doit accepter un degré de nuisance. Ça voudra dire que vous devez accepter que les gens puissent passer devant votre immeuble pour manifester, même si cela vous empêche d'aller au travail, que vous êtes en retard de 2 minutes, mais si vous appelez à ce qu'on arrête toutes ces personnes, donc vous appelez à détruire un élément fondamental de la démocratie. Soit vous voulez vivre dans un pays démocratique, on accepte les critiques, on accepte aussi un degré de nuisance, parce que cela fait partie aussi du jeu démocratique. Et l'intérêt, c'est qu'on a une société où les gens expriment leur mécontentement. Les autorités savent à peu près comment gérer ces mécontentements et on ne laisse pas ces mécontentements devenir des situations incontrôlables. Ah, d'accord. Merci, monsieur le rapporteur. J'ai une interrogation à vous soumettre au sujet des minorités religieuses et des migrants. Quelle appréciation avez-vous exprimée en face de la partie gouvernementale algérienne et quelles réserves avez-vous entendues à ce sujet-là? Merci. Vous aurez la chance aussi de lire mes observations préliminaires sur la question des migrants. Et vous savez, j'ai aussi salué le fait que la loi sur les syndicats maintenant, elle est progressiste dans ce sens, mais j'ai émis quelques réserves que j'ai communiquées au gouvernement. Et je pense que la nouvelle constitution d'ailleurs reconnaît le droit à ces migrants. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de cas spécifiques que j'ai essayé de discuter avec le gouvernement, mais j'ai encouragé le gouvernement aussi à faire en sorte que
cet esprit d'accueil des Algériens qui se traduit dans la conscience par rapport aux migrants se matérialise également à travers des mécanismes qui sont mis en place pour les accueillir, mais aussi pour les impliquer dans la vie publique et dans le développement du pays. C'est important. Vous avez parlé aussi de la question des minorités religieuses, et c'est une question aussi qui a fait l'objet de ma préoccupation avec le ministère des Affaires religieuses. Nous en avons eu de longues discussions sur la question de la fermeture des lieux de culte, sur la question aussi d'un certain nombre de lieux de culte qui ont été fermés, et sur aussi la question aussi de trouver les mécanismes pour éviter que la fermeture de ces lieux de culte ne devienne une restriction au droit d'un groupe de pouvoir s'assembler pour pouvoir jouir de son droit à sa religion ou à son culte. Parce que certaines informations ont été portées à ma connaissance sur ces fermetures qui seraient liées à des raisons de sécurité, mais parfois ces raisons de sécurité pour moi ne sont pas très claires, ou parfois ces raisons de sécurité se prolongent. Et je sais qu'actuellement, il y a des discussions également, surtout par rapport à l'église protestante, des discussions également pour trouver une solution. Parce que c'est des cas que j'ai pu soulever avec le ministère, et j'ai dit, cela ne peut pas, parce que ce n'est pas dans l'esprit. La conscience elle est claire. Toutes les minorités ont le droit de pouvoir s'assembler et de pouvoir célébrer leur culte. Donc il faut, pour moi, à travers ces fermetures également, c'est que, oui, tout le monde peut prier chez lui. Mais je pense que nous tous, nous voulons aller dans une mosquée, dans une église et tout ça, parce que c'est l'esprit d'adoration. Et je pense que la conscience protège cela. Et il faut nécessairement trouver des solutions. Et ça, je l'ai également réitéré plusieurs fois. Et je pense que j'ai entendu une ouverture également, et ce matin, quand j'ai eu à faire du briefing, une ouverture du gouvernement à regarder ces cas. Évidemment, il y a certains cas où on n'est pas nécessairement d'accord sur les raisons, mais je pense que dans un contexte ou dans un esprit aussi d'apaisement, et ces cas, et également, j'ai dû comprendre d'ailleurs qu'il y a des discussions en cours pour un cas emblématique qui est en cours actuellement pour essayer de relever ces restrictions ou relever ces pertes pour essayer de rouvrir ces espaces de culte. Si vous n'avez plus d'autres questions, Il y a eu des décisions définitives de fermeture, de dissolution de l'association H, la LADH, la Ligue de défense des droits humains. Donc, quelles ont été les recommandations au gouvernement algérien? Merci. Oui, d'ailleurs, ça fait l'objet de beaucoup de discussions avec le gouvernement, et j'ai compris d'ailleurs que la Ligue a fait un recours actuellement, et que j'ai insisté et j'ai encouragé le gouvernement à aller, parce que j'estime que, et je l'ai mentionné, la fermeture de la Ligue a posé beaucoup de problèmes, en ce sens que une fermeture, donc selon les informations que j'ai reçues, que j'ai discutées avec le gouvernement d'ailleurs, n'est pas nécessairement basée sur une atteinte à la sécurité de l'État, où il n'y a pas, pour moi, c'est la fermeture d'une organisation ou la dissolution d'une organisation doit être vraiment en dernier recours, lorsque il y a vraiment une répétition, où il y a vraiment un risque ou une atteinte grave, et que la dissolution serait la seule réponse. Mais dans ce cas, on n'en a pas eu. Et je l'ai réitéré au gouvernement, je l'ai réitéré plusieurs fois d'ailleurs. Sur ce cas, on en a réitéré. La question aussi du rage, on en a discuté. Et je pense qu'il y a des procédures en cours aujourd'hui, et qui pourraient permettre aussi à ces associations de pouvoir. La question que certains m'ont posée, est-ce que cette fermeture emporte le fait aussi que les individus de ces organisations ne peuvent plus jouir de leurs droits
à s'associer, donc de créer d'autres associations. Non. Et j'ai été clair avec le gouvernement, on ne peut pas. Ce n'est pas le fait qu'une personne appartenant à une association, et c'est l'association, elle est fermée, qu'elle ne peut pas avoir une autre. Mais ce n'est pas vraiment le débat ici. Le débat, c'est comment ces associations-là doivent retrouver leur place pour contribuer. Et je pense qu'il y a des procédures qui sont en cours également. Et j'espère que d'ici peu également, il y aura un dénouement positif sur ces questions-là. Et d'ailleurs, je l'ai soulevé également dans mes observations préliminaires. Vous avez présenté la liste de détenus au gouvernement? Merci. Vous avez présenté la liste de détenus au gouvernement pour le pardon? Vous parlez de la liste de vos détenus? Les détenus d'opinion, en principe. Vous voulez parler de ceux qui sont détenus? Oui, est-ce que vous avez une liste précise et vous l'avez présentée au gouvernement? Bon, certaines questions relèvent un peu de la confidentialité, tout simplement parce que même si je dois parler de la question d'un détenu et que je dois le nommer au gouvernement, il faut qu'il me donne son autorisation. Oui. Mais c'est des questions sur lesquelles on a parlé. Et comme vous le savez, je vous ai dit c'est une observation préliminaire, ça voudra dire que toute l'année jusqu'à l'année prochaine, je vais continuer le débat avec le gouvernement sur les points que j'ai soulevés avant la présentation du rapport l'année prochaine. Donc ça voudra dire qu'il y aura une conversation, il y aura toujours des échanges avec le gouvernement sur plusieurs questions d'ailleurs, sur les lois, sur la question des détenus et tout ça, il y aura des échanges. Je pense qu'on va donner à madame qui n'a pas encore parlé. Lors de votre visite, est-ce que vous avez rencontré des associations féministes? Si c'est oui, quelles ont été leurs revendications? J'ai rencontré des associations. Nous en avons rencontré beaucoup. Il y a eu des associations féministes également que nous avons rencontré beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai relevé le point ici sur la question aussi de l'esprit de la Constitution sur la parité et ce que nous voyons dans la réalité. Et d'ailleurs, j'ai eu aussi à soulever ça à certains ministères pour dire, bon voilà, il faut une présence de plus en plus féminine qui soit... Bon, et il y a aussi toutes les autres questions sur les violences faites aux femmes qui... Et je veux aussi vous dire également que le gouvernement est engagé à inviter plus de rapporteurs. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que je vois une ouverture, une possibilité pour nous tous, de pouvoir accompagner le pays pour sortir de cette situation. Parce que le gouvernement a invité aussi certains de mes collègues, vous aurez le temps d'échanger avec eux, les femmes et tout ça. Je ne connais pas toute la liste, mais je pense quand même qu'il y a cette volonté-là d'amener les experts, le système international pour pouvoir contribuer à l'émergence de la nouvelle Algérie. Encore une question. Vous n'avez pas demandé à visiter les prisons. Et, or que la question des détenus, quand même, il est récurrent, comme c'est le cas maintenant, hein, dans cette conférence de presse. C'est vous qui n'avez pas demandé à visiter les prisons, à prendre langue avec eux. Donc, pourquoi? Vous avez dit tout à l'heure que l'agenda était trop chargé. Une visite de 10 jours, est-ce que c'est suffisant justement pour s'imprégner de la situation? Bien, il faudrait l'élargir sur le délai d'une visite. Bon, le fait de n'avoir pas visité les prisons ne veut pas dire que je n'ai pas parlé des prisonniers. D'ailleurs, ça a été un sujet. Si je demande pardon, gracier et tout ça, c'est parce que c'est des questions qui sont revenues. Mais... vous savez, une visite de 10 jours, et je suis en train de partir, mais il y a beaucoup qui voudraient encore me rencontrer. Actuellement, j'ai encore beaucoup de demandes, mais je ne peux pas le faire. Je suis obligé parce que je suis pris par d'autres engagements. Je pars aujourd'hui, et demain je tombe dans une autre réunion. Donc, pour vous dire aussi que j'ai essayé au maximum de répondre à des impératifs liés à mon mandat également, parce que il est possible aussi qu'il y ait d'autres comités sur les détentions qui arrivent également. Donc je dois faire en sorte de pouvoir aussi
réserver une bonne place pour mon mandat également. Et eux, ils pourront également faire le travail, mais je vous assure, ça ne veut pas dire que je n'ai pas, sinon je ne parlerai pas d'ailleurs des journalistes qui sont détenus ou tout ça. Et puis d'ailleurs, j'ai eu même certaines communications avec le gouvernement sur ces personnes avant même d'arriver. Donc pour vous dire, pour vous rassurer également que c'est des questions que nous avons mises sur la table, mais il y a des organes qui sont plus spécialisés que moi pour regarder les conditions de détention et tout cela. Il y a des institutions plus appropriées et plus compétentes que moi pour le faire. Ah, c'est madame qui distribue le micro, elle essaie de... Merci. Vous avez parlé de l'article 87 bis du Code pénal. C'est un article qui a fait beaucoup jaser, sur la base duquel plusieurs personnes ont été emprisonnées. Et les instances onusiennes, en tout cas pas mal d'observateurs, ont appelé à son amendement ou à son abrogation. Est-ce que vous avez senti chez les autorités algériennes une volonté de le changer? Merci. Écoutez, j'ai soulevé mes préoccupations par rapport à cet article et je l'ai fait clairement entendre. Je sais également que les autorités ont leur raison en ce qui concerne la question de la lutte contre le terrorisme et sur le plan international, mais, et je l'ai réitéré également, on ne peut pas protéger un espace civique si un tel article reste encore comme une épée de Damoclès qui empêche ou qui amène les gens à s'autocensurer. Et je l'ai réitéré également clairement. Maintenant, à savoir, est-ce que les autorités sont prêtes à l'amender? Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai quand même vu ou j'ai senti une disponibilité de m'écouter, une disponibilité aussi d'apprécier mes commentaires. Maintenant, je verrai à voir quelle sera la conduite que le gouvernement va adopter pour traduire cela dans la réalité. Et je suis en train de vous le dire, cette invitation, cette présence aujourd'hui n'est qu'un élément du dialogue. Et ce n'est pas là, aujourd'hui, j'ai fait des observations préliminaires, mais c'est tout un processus qui va me permettre d'élaborer un rapport. Et je suis sûr également que je demanderai aussi un certain nombre d'indications dans ce processus. Quelle est l'évolution qui a eu lieu depuis que je suis arrivé ou depuis ce jour jusqu'au moment où je vais présenter mon rapport. Mais je vous le dis, j'ai quand même eu, comme on dirait en petit français, un oreille attentif à mes préoccupations. Et j'estime qu'en m'invitant ici, le gouvernement algérien est ouvert à regarder de très près tout ce qui empêche sa population, la société civile, de jouir des droits qui sont dans la Constitution de 2020. On prendra une dernière préoccupation, le temps de me permettre d'avoir un verre d'eau, si cela ne vous gêne pas. Merci. S'il vous plaît, durant les préparatifs de votre visite au niveau en Algérie, est-ce que vous avez évoqué le sujet de la sécurité des gens qui vont vous rencontrer? Parce que je demande ça, parce qu'il y a beaucoup des activistes, ils ont évité de vous rencontrer, de joindre vos réunions par cause à une crainte ou bien une peur de leur sécurité. Je peux vous rassurer, c'est la première chose que nous discutons. La sécurité des gens. Et vous le savez, il y a une résolution au niveau du Conseil international sur la lutte contre les représailles. Et lorsque nous visitons les pays, c'est le document que nous envoyons au gouvernement. Et c'est ce document-là qui fait partie aussi des discussions que nous avons. Je dois être libre de pouvoir rencontrer qui je veux. Et en l'occurrence, je l'ai répété d'ailleurs pour tout ce que j'ai rencontré. Si jamais ces personnes sont questionnées, il faut qu'elles m'informent. Parce que c'est une confidentialité. Lorsque je discute avec les gens,
toutes ces discussions sont confidentielles. Et le gouvernement le sait parfaitement. Et je l'ai réitéré plusieurs fois d'ailleurs. Et toute préoccupation que je recevrai dans ce sens, je discuterai directement avec le gouvernement et on trouvera une solution. Merci. مساء الخير، محمد مرغل قناة الحرة، سأتحدث باللغة العربية. سؤالي هو تحدثت عن هذا الانفتاح. تحدثت سيدي عن هذا الانفتاح من قبل الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بالبعثات الأممية، ويدرك الجميع أنه عادة التقارير الأممية هي غير ملزمة للدول. ألا تعتقد أنه هذا الانفتاح نبع أولا من أنه الجزائر ستحظى السنة المقبلة بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي؟ وهل تعتقد أن هذه العضوية ربما تدفع السلطات الجزائرية إلى الاستجابة إلى بعض المطالب المتعلقة إما بتحسين وتعديل بعض القوانين أو إطلاق سراح بعض الناشطين والصحفيين في هذا الخصوص؟ شكرا. Je ne saurais vous dire exactement, au-delà de ce que le constat que je fais, qu'est-ce qui peut justifier, mais ce que je peux dire tout simplement, c'est que lorsqu'on est membre du Conseil des droits de l'homme, c'est des obligations, on prend des obligations, on fait des engagements. Et si ces engagements nécessitent que le gouvernement change d'approche, qui décide de changer les choses, c'est une bonne chose que nous devons saluer et que nous devons encourager. Et je pense évidemment que aujourd'hui, j'ai trouvé des autorités qui sont disponibles, qui ont une certaine volonté de changer les choses, mais je reste aussi très attentif à ce qui va se passer, à comment cela est traduit. Je pense que la seule chose que les Algériens m'ont dit, quand je les ai rencontrés plusieurs fois, certains m'ont dit, même les lois qui sont assez restrictives, on peut vivre parfois avec certains, mais le problème c'est dans la pratique, comment ça se traduit. Et ça, pour moi, je l'ai insisté, la pratique doit être conforme. La pratique doit être l'expression de cette loi, de la volonté de la Constitution. C'est pour cela que nous tous, on doit rester attentifs. On doit accompagner le gouvernement, on doit faire du monitoring, on doit voir, on doit également pouvoir continuer. C'est pour cela que je parle aussi de la question des organisations qui font du plaidoyer, parce que ces organisations ont aussi la mission de pouvoir pousser le gouvernement pour le dire non, les promesses sont telles, ce qui est en train d'être fait n'est pas en ligne avec les promesses. Vous pouvez faire mieux. C'est pour cela qu'il faut l'émergence des voix critiques également, qui pourraient apporter à la fois de l'université jusque dans la vie associative, que des gens puissent émettre leur avis très critique également sur les politiques qui sont adoptées. Quitte maintenant au gouvernement de dire « Ah, nous avons pris tel engagement, nous sommes en train de faire telle chose, mais dans la réalité, ce n'est pas ce que les gens sentent. Ce n'est pas ce qui est conforme. » Donc, j'estime quand même qu'il y a une volonté, mais une volonté que nous tous, nous devons commencer à accompagner, mais aussi à surveiller la mise en œuvre. S'il n'y a plus de questions, je tiens sincèrement à vous remercier pour votre disponibilité, mais aussi... Ah, vous avez des questions. Le gouvernement algérien n'aime pas les organisations des ONG. Et est-ce que vous avez parlé du travail des ONG, parce qu'il y a eu beaucoup de rapports sur la situation en Algérie, des droits humains. Donc est-ce que vous avez abordé ce point des personnes que vous avez rencontrées au gouvernement? Aussi, mon confrère parlait tout à l'heure de représailles. Et j'ai entendu, le 22 août dernier, le journaliste Moustapha Benjama, lors de son procès à Constantine, s'expliquer devant le juge et le procureur
sur sa rencontre avec le représentant, en fait le directeur du bureau de la région MENA, du Haut Conseil des droits humains. Donc voilà. Oui, ça a été le sujet de ma discussion. Comme vous savez, en tant que rapporteur sur la liberté d'association de réunion pacifique, ma venue ici, c'était vraiment de discuter de la question du travail des ONG et de l'espace que je pense doit être construit pour les ONG. Et c'est pour cela que j'insiste aussi les ONG dans leur diversité. Je ne peux pas dire que le gouvernement n'aime pas les ONG. Et d'ailleurs, mon constat était que certaines ONG sont acceptées par rapport à leur position, d'autres. Et c'est pour ça que j'appelle à faire en sorte qu'on accepte que l'espace civil doit comprendre également les organisations qui critiquent, les organisations qui ont des positions, qui dénoncent la corruption, les organisations qui dénoncent les détentions. Toutes ces organisations-là, c'est ça qui compose l'espace civil. C'est pour cela que j'ai insisté sur ça. En ce qui concerne le cas que vous avez mentionné, je n'ai pas nécessairement eu l'information, peut-être le secrétariat a eu, mais je n'ai pas eu l'information, je ne peux pas nécessairement élaborer sur ça. Mais je crois que aujourd'hui, et je voudrais terminer par là, je sais qu'il y a une méfiance. Et je l'ai soulevé. Il y a une vraie méfiance entre les organisations, les journalistes, les syndicats, une méfiance avec les autorités. Je sais également aussi que toutes ces procédures judiciaires aussi a sémé une certaine panique parce qu'on ne sait pas clairement quelle loi on utilisera et tout ça. Je sais qu'il y a cela. Mais la vraie question aujourd'hui, c'est que comment nous devons accompagner aujourd'hui le gouvernement à changer ces lois de telle façon qu'on puisse traduire l'aspiration de ce peuple-là qui est traduit dans la Constitution, dans la réalité. Cela appelle une responsabilité de tous, journalistes, autorités, sur la manière dont chacun se comporte dans une société démocratique, qui est une société où on doit se respecter, on doit pouvoir exprimer nos opinions, on doit pouvoir être en désaccord et s'asseoir pour régler ces désaccords. Cela demande également un courage d'accepter les critiques. J'ai d'ailleurs insisté sur une chose avec le ministre de la Communication, la loi sur l'information. Il est important qu'elle soit traduite dans la réalité. Que le journaliste qui veut avoir accès à l'information puisse avoir accès à l'information. Et qu'il ne soit pas poursuivi pour n'avoir pas la vraie information. Il faut aussi au même moment que les autorités soient disponibles à donner l'information. C'est important. Je crois que dans ce nouveau contexte, il est de mon devoir d'encourager les autorités algériennes, la société civile algérienne, la presse, les journalistes, à travailler ensemble pour que cette constitution, qui est l'émanation de l'aspiration de ce mouvement, du mouvement populaire, d'ailleurs je l'ai noté d'ailleurs, ce mouvement Irak, il est vraiment, c'est un exemple important au plan mondial sur comment est-ce qu'un peuple peut se mobiliser pendant des mois sans violence et faire preuve de civisme. Où j'ai vu des gens balayer la rue après. Ça voudra dire que les gens sont mûrs, les Algériens sont mûrs pour exercer leur droit à la liberté de réunion pacifique. Il ne doit pas avoir de restrictions pour que les gens manifestent, parce que les gens sont mûrs. Ils l'ont démontré à travers ce grand mouvement. Ils l'ont démontré. J'ai d'ailleurs insisté sur ça. Mais aujourd'hui, il faut qu'ensemble, qu'on puisse mettre nos énergies pour pouvoir traduire cela. Et d'ailleurs, j'appelle au courage également des autorités. Le courage de dire également, de faire le pas. On a mis en place des institutions, jeunesse, société civile. Mais aujourd'hui, il faut donner des gages de confiance pour que les gens se sentent libres, ne se sentent pas, ne s'auto-censurent pas, qu'ils puissent dire les choses dans une société démocratique. Parce que c'est comme ça aussi que les gens arrivent à ajuster leur comportement.
pour dire, si je dis telle chose, j'ai peut-être besoin d'avoir plus de preuves. Mais quand on est censuré, on est dans une situation où on n'apprend pas l'exercice de ce droit-là. Pour moi, c'est important. C'est une responsabilité collective. Il faut qu'on dépasse cette méfiance-là. Il faut qu'on dépasse ce passé. Il faut qu'on regarde cette aspiration d'une société où, ensemble, tous les Algériens pourraient construire ce peuple, construire ce pays en apportant des expertises de partout. Médecins, avocats, société civile, tout le monde de mettre cette expertise. Mais pour cela, il faut un espace qui protège l'expression, un espace qui protège la critique, un espace qui protège le droit des partis politiques de pouvoir s'opposer et de pouvoir aussi travailler et de pouvoir aussi militer ou de pouvoir aussi s'exprimer avec leurs partisans. Il faut ça. Oui, la sécurité elle est importante pour nous tous. Nous voulons le faire dans un système de sécurité. Mais nous ne voulons pas que la sécurité ennive l'expression de ces droits qui sont dans la Constitution. Et je l'ai répété, il faut trouver l'équilibre. Je tiens à vous remercier pour... Une dernière question, s'il vous plaît. J'ai déjà conclu, hein? Mais bon, on peut aller. On peut aller. Je m'excuse. Hein. Vous allez parler en arabe? Non, en français. Alors voilà, moi, ma remarque, c'est Zouhair Belkan, donc journaliste freelance. Ma remarque, d'abord, je trouve que toute la conférence se caractérise par un optimisme que je qualifierais presque de débonnaire. Donc, est-ce que nous devons l'être aussi? Devons-nous l'être aussi optimistes que vous l'êtes? Enfin, quand je dis nous, c'est les journalistes qui sont donc soumis à la réalité du terrain, c'est les activistes qui sont interdits donc de se réunir, et tous ces politiques aussi, parce qu'en fait, quand on voit ce que vous nous exposez, c'est comme s'il y avait véritablement une disponibilité de la part des autorités algériennes donc à engager ces changements, alors que la réalité est tout le contraire de ça. Vous avez des gens qui sont emprisonnés pour leur opinion, vous avez des organisations qui sont dissoutes, d'autres gelées, etc. Et par exemple, vous invoquez, vous misez sur une sorte de réconciliation, alors que nous avons une société qui est carrément en rupture de banc avec ce système. Quand vous parlez du Hirak qui a été donc sanctifié dans la Constitution, ben c'est juste le Hirak selon le timing qui s'arrête au 2 avril, c'est-à-dire à la date de la démission de Bouteflika. Mais tout le Hirak qui a demandé le départ du système, il a été vilipendé, on nie, donc c'est taxé de tous les mots. On les a même, il y a eu même un ministre qui avait qualifié les hirakistes d'homosexuels, pour vous dire un peu où ce pouvoir est parti. Il est parti trop loin. Sans parler de tout le vocabulaire qui a accompagné. Donc. Alors là, aujourd'hui, le gros problème, c'est que vous demandez à ce qu'une société civile puisse, avec le gouvernement, mais cette société civile, on ne lui laisse pas, on ne lui donne pas cette occasion, ni les espaces, ni l'opportunité de s'exprimer. Donc comment voulez-vous que cela puisse se produire? Et de deux, vous avez insisté plusieurs fois sur le fait que vous avez été invité par les autorités algériennes. Donc, alors, faut-il donc sacrifier les principes aux règles de l'hospitalité? Parce que bon, il y a des questions, à mon avis, quand ça relève des droits de l'homme, etc., c'est immuable, on ne badine pas avec ça. Ou bon, maintenant il y a donc dans votre démarche, donc il y a aussi beaucoup de diplomatie, beaucoup de tact, donc possible qu'aujourd'hui les autorités algériennes aient accepté de vous recevoir et que demain elles puissent dire non. Mais est-ce que aussi cette visite ne s'inscrit pas dans la démarche qui fait que l'Algérie étant membre du Conseil des Nations Unies des droits de l'homme, donc elle est obligée donc de montrer patte blanche et donc de donner des gages, ce que je qualifierais de semblant de gages, parce qu'en fait dans la réalité
vous évoquez des textes qui ne sont pas appliqués, mais il y en a d'autres qui sont appliqués. Le 87 bis est appliqué pleinement. Et le 87 bis, ce n'est pas une question liée uniquement au terrorisme. Vous savez, quand dans l'alinéa 14, on introduit la notion, le fait que quelqu'un dise, par exemple, qu'il faut changer le système, il tombe sous le coup du 87 bis. C'est-à-dire, évoquer, par exemple, l'idée d'une constituante peut valoir des poursuites judiciaires. Donc, alors, sur ces questions, et la plus importante, c'est que, pratiquement, qu'est-ce que les autorités algériennes ont répondu à vos doléances, à votre démarche? Parce que là, il me semble qu'on ne l'a pas entendu concrètement. Est-ce qu'ils s'engagent véritablement ou il y a des hésitations ou du on verra après, etc. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour vos questions. Hein. Et je pense que vous avez soulevé un certain nombre de choses que j'ai déjà aussi beaucoup élaborées ici. La seule chose que je peux dire, je ne peux pas prédire l'avenir, mais je peux dire ce qui se passe, ce que je vois. Parce que je ne suis pas un devin. Je ne peux pas prédire l'avenir. Je peux rêver, c'est mon droit de rêver, mais je dirais tout simplement, j'apporterai seulement une petite correction. Ce n'est pas un optimisme débordant, mais c'est une volonté de voir les choses changer. J'ai insisté sur ça. J'ai eu des discussions assez, pas difficiles, mais des discussions assez claires avec le gouvernement. J'ai eu toutes les questions que vous avez évoquées, on a eu à les évoquer. Je sais que peut-être que vous n'avez pas encore lu mes observations préliminaires sur tout ce que j'ai eu à évoquer, mais j'ai également dit que l'article 87 bis, pour moi, il a une définition vague qu'on peut tout y mettre. Et j'ai également dit que j'ai invité le gouvernement à amender et revoir ce texte. Mais ce que je veux dire pour vous, c'est que les droits de l'homme, c'est un idéal. On souhaite plus, nous souhaitons tous plus. C'est une construction. Ce qui veut dire que si nous abandonnons l'espoir, ce n'est plus la peine. Et pour moi, je veux que les Algériens aient cet espoir. Qu'il y a une façon, il y a une opportunité aujourd'hui d'aller de l'avant. Et d'ailleurs, je l'ai réaffirmé encore avec les autorités. Je l'ai réaffirmé plusieurs fois. J'ai dit tout simplement, vous allez voir certaines phrases que j'ai mises. Qu'est-ce que la société civile m'a dit? Nous voulons être valorisés. Nous voulons qu'on nous considère comme des partenaires. Nous voulons qu'on ne nous considère pas comme des ennemis de la République, parce que nous aimons notre pays. J'ai insisté auprès du gouvernement sur ces points-là. Maintenant, il faut créer les conditions. Pour moi, et je l'ai insisté d'ailleurs, l'objet de ce communiqué de presse, il est là. Il faut créer l'espace civique et il faut permettre les voix critiques de s'exprimer. Donc, c'est une volonté. Bien sûr, l'optimisme peut y être, mais c'est ma nature d'être optimiste aussi. Je ne vois pas tout en noir. Je veux croire qu'il est possible de changer les choses, même si je considère, et c'est pour cela d'ailleurs que je suis venu, hein, s'il n'y avait pas de problème en Algérie, je ne serais pas là. Je suis venu justement parce qu'il y a des problèmes, que par le passé il y a eu des problèmes, parce que j'ai envoyé beaucoup de communications au gouvernement sur ces questions-là. On a pris 2 ans pour discuter, et je vous dis, lorsque je dis que j'ai été invité par le gouvernement algérien, c'est dans le protocole, hein, partout comme ça. Le pays est obligé de coopérer avec moi, mais c'est le pays qui m'invite. Parce qu'il y a des pays qui ne veulent pas inviter et puis qui ne remplissent pas leur obligation de coopérer. Mais ils l'ont fait et je dois reconnaître cela comme étant quelque chose de positif, comme quelque chose que nous devons. Et pour moi, c'est aussi que ma présence doit être aussi l'opportunité que doit saisir la société civile, les journalistes aussi, pour faire en sorte que le gouvernement tienne à ses engagements. Je ne pense pas que ma présence ici, si cela ne va pas dans des changements qu'on voit sur place, là ce n'est pas nécessaire. J'ai passé 10 jours. 10 jours. En allant de gauche à droite. Donc j'estime que ces 10 jours, et je l'ai dit aux autorités, je leur dois la vérité. Pour moi, c'est la vérité. Je dois dire la vérité. Et je l'insiste. Je n'ai pas, vous savez,
pour ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je leur donne la vérité. Même si on n'est pas d'accord, je dois vous dire ce qui est, ce qui manque. On peut ne pas être d'accord, je ne m'attends pas qu'on soit d'accord sur tout, mais je m'attends qu'on se dise que si je l'ai dit, c'est parce qu'il y a un problème. Comment faire pour discuter et régler ces problèmes? C'est tout ce que je pense. Je n'ai pas la langue de bois, ceux qui me connaissent. Vous voyez, l'Algérie, c'est un des pays. J'ai visité beaucoup de pays, et d'ailleurs, les autorités, je les ai rencontrées plusieurs fois. Mais je dois être sincère de dire les choses telles qu'elles sont, parce que je suis un expert indépendant. Et j'exprime mes opinions indépendamment, mes observations indépendamment. Donc, je vous remercie. Je pense que peut-être dans quelques années, vous et moi, on se retrouvera plus optimiste en voyant les choses, parce que c'est du changement que l'optimisme est bien. Je sais, c'est pour cela que j'ai commencé à dire qu'il y a une méfiance qui est là. Parce que les gens ne croient pas aujourd'hui que le gouvernement est vraiment engagé à mettre en œuvre cette constitution. Mais moi je dis, j'ai trouvé des gens qui sont disponibles et qui ont réaffirmé leur volonté de voir cette constitution se traduire. Maintenant, prenons nos autorités au mot. Il y a des problèmes certainement, des détenus, il y a des procès qui sont en cours, toutes ces questions que nous avons évoquées, il y a certains ONG qui sont fermés, toutes ces questions que nous avons évoquées et qui ont été, tout cela a été fait sur l'empire de l'ancienne loi, des lois qui ne répondent plus à la Constitution. Et c'est ce que je dis, il faut une rupture. On ne peut pas continuer d'appliquer ces lois-là qui sont très restrictives alors que le peuple a affirmé sa volonté de voir une nouvelle Algérie naître. Donc, le gros du travail sera fait par vous. Je suis là pour apporter mon expertise, mais le gros du travail doit être fait entre Algériens. Pourquoi le rapport en juin 2024? 9 mois. Parce que c'est la procédure. Malheureusement, je ne peux pas changer cela. Mais cela ne veut pas dire que ce que je vous ai dit, parfois c'est une bonne chose, parce que cela nous permet d'être en discussion permanente avec le gouvernement, parce que sinon, une fois que vous présentez le rapport, il peut être mis dans les tiroirs. Mais si le rapport va venir plus tard, on veut vraiment que ce rapport-là traduise ce qui a été fait. Donc, pour nous, c'est aussi une façon aussi de... Je vous remercie, chers journalistes, mesdames et messieurs, pour l'écoute, pour votre disponibilité. Et je suis toujours disposé, je crois que je dois avoir encore quelques minutes, si possible, il y a des apartés et tout ça. Mais je vous remercie, je crois que j'ai déjà fait la conclusion, je ne le ferai plus. Merci beaucoup et bon retour chez vous. Merci à vous. Voilà, merci de nous avoir suivis. C'était donc la conférence de presse du rapporteur spécial pour les droits à la liberté de réunion qui a eu lieu donc aujourd'hui au siège de la Maison des Nations Unies. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.